Entretien sur Câble News 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. À l'occasion de ce programme, nous recevons Célestin Djamène, il est le président de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. Personnalité bien connue du paysage politique camerounais et bien évidemment avec lui, nous allons scruter l'actualité au Cameroun et d'autres sujets encore dignes d'intérêt au cours de ce programme. Entretien, bien évidemment, sur Câble News 24 et ITFM 103. Président Célestin Djamène, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Merci à Câble News d'avoir pensé à moi pour cet entretien. J'en profite également pour remercier tous les téléspectateurs de Câble News, qui est une très vieille chaîne de télévision qui a produit des talents, des personnages de talent dans le journalisme camerounais. Il faut être fier de ça en tant que Camerounais, qu'il y a une chaîne qui pense d'abord à la formation et à l'élévation de la qualité du journalisme. Donc je suis très très honoré d'être invité aujourd'hui par Câble News 24. Merci en tout cas pour l'invitation. Alors, comment allez-vous? Dieu merci, la santé, je me porte bien. Et puis maintenant, au quotidien, on essaie de faire face aux difficultés de la vie. Je m'en sors plutôt bien. En même temps, on apprend aussi à se réjouir des succès, aussi minimes soient-ils. Mais la vie, il faut aussi savoir valoriser les succès qui peuvent vous arriver. Alors, avant de rentrer de plein fouet dans le sujet, avez-vous un coup de gueule ou alors un témoignage négatif sur une situation qui vous a marqué? Oui, j'ai eu un coup de gueule, je vais le réitérer aujourd'hui. Il y a eu 2 ou 3 chercheurs qui ont été brûlés vifs dans la région de l'extrême nord. C'est totalement insensé de voir que les gens qui se démènent pour faire grandir la science et la technologie dans notre pays soient victimes de tels actes odieux. Donc je ne sais pas exactement dans quelles circonstances cela s'est passé, mais toujours est-il que pour un républicain, un démocrate et pour un homme tout court que je suis, je ne peux pas accepter qu'un pays qui a autant de besoins dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine de la science tout court et de la technique, puisse voir ses enfants qui se lancent, ils ne sont pas très nombreux, les enfants qui se lancent dans ce domaine, être victimes d'un tel acte de barbarie. Donc, je le condamne avec toute la fermeté possible, et aussi j'interpelle le gouvernement à travers son ministre de la Recherche scientifique et technologique, de mettre tout en œuvre afin que nos chercheurs puissent bénéficier d'une protection à la hauteur de la tâche. Il n'est pas normal que ces personnes-là soient aussi exposées. Il faut prendre les mesures adéquates, à la fois sur le plan sécuritaire et même sur le plan financier pour permettre à ces chercheurs de continuer, évidemment la nature est ce qu'elle est, mais de continuer dans les meilleures conditions possibles de travailler et de nous offrir le meilleur de la science dans ce pays qui en a tant besoin. Voilà, donc c'était le coup de gueule du président Célestin Djamène, président de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, notre invité. Alors, on rentre directement dans le sujet. L'élection présidentielle arrive à grands pas et mobilise les contributions de part et d'autre. De plus en plus, on écoute l'Église catholique se prononcer, le clergé insiste et persiste sur la question, et cela rajoute encore à la pression déjà suffisamment forte. Comment est-ce que vous comprenez cela? Mais je le comprends de manière tout à fait naturelle, parce que il ne faut pas penser que le clergé soit, comment dirais-je, un corpus hors de la société. Je crois que l'Église, notamment puisqu'il s'agit d'elle, l'Église catholique reçoit les Camerounais de toute obédience, de toute statut social tous les jours dans leur paroisse, dans leur clergé, et ils écoutent leurs préoccupations. Ils écoutent aussi leur misère, leur joie, leur peine. Bon, pourquoi voulez-vous que le clergé soit à la marge de la société? Il est tout à fait normal qu'ils donnent leurs sentiments sur ce que vivent les populations tous les jours et qui, au-delà de ça, puissent se prononcer soit de manière individuelle, soit de manière collective sur leurs souhaits pour le changement dans notre pays. Ce n'est pas la première fois. En tout cas, pas la première fois en Afrique. C'était le cas au Congo démocratique. Rappelez-vous, lors de la conférence nationale en RDC, Monseigneur Moussengo était le président intérimaire du Parlement congolais. C'est carrément une institution politique. Vous vous rendez compte?
On va dire que quoi, l'évêque faisait de la politique et en RDC et pas au Cameroun. Encore qu'au Cameroun, il n'y a pas d'émission directe entre le clergé et la politique, mais on sent bien. Oui, mais c'est pour dire qu'ils font partie de la société, ils sont camerounais, ces évêques, et ils ont le droit d'exprimer leur choix, et même d'élaborer leurs critères, pourquoi pas, ce n'est pas un crime. Et en parlant de critères, que répondez-vous à ceux qui estiment que le clergé fait pratiquement le procès de l'ordre gouvernant? Ben, c'est le moins qu'on puisse attendre. Je veux dire que sans pouvoir dire que c'est le mélange des genres, je crois qu'ils ne sont pas en apnée, si j'ose dire, de la société. Ils sont dans la société. Évidemment, ils pourraient pratiquer la langue de bois ou bien la fausse diplomatie en faisant comme l'Autriche, en se fourrant la tête dans le sable, de dire que je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Mais ils ont le courage, en tout cas cette année-ci, parce qu'auparavant, c'était rarement le cas. Et je dirais même que le clergé a souvent soutenu le système, de manière plus ou moins directe, soit par le silence, soit par des propos qui allaient dans le sens du système politique. Cette année, ils ont pris la chose à rebrousse-poil pour dire que non, ou bien ça suffit. Mais en tant que citoyen, c'est d'abord leur droit de s'exprimer. Je rappelle qu'il n'est pas interdit au clergé de voter. Ils peuvent voter. Ils ont le droit, en tant que corpus reconnu dans la société, de dire ce qu'ils pensent. Ils l'ont dit à Boya récemment lors de la conférence épiscopale. Ils l'ont réitéré à travers les différents critères la dernière fois. Et je pense que c'est tout à fait leur droit. Maintenant, il faut s'interroger sur, effectivement, sur le contenu de leur message. Ils disent que, il y a même un évêque qui a dit à Yagua, très récemment, qu'il vaut mieux un diable intérimaire que Pobio au pouvoir en 2025. Une métaphore. Donc, une métaphore, mais qui en dit long sur, la lassitude des Camerounais, et en particulier les évêques, qu'il faut saluer, parce qu'en vérité, ils ont pris la résolution de s'exprimer de manière directe et de manière spontanée. Donc, je crois qu'ils ont tout à fait le droit de le faire. Il faut plutôt apprécier. Maintenant, il faut réaliser ce vœu dans les urnes. Et aller, bien sûr, continuer à s'inscrire, parce que bientôt, ce sera bientôt, la convocation du corps électoral. Il nous reste 2 mois et demi, parce qu'à partir du 8 juin, vous le savez, le président Pobia est en droit de convoquer le corps électoral. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'inscription possible. Donc, il faut se précipiter, mais l'inscription sur la liste électorale n'est pas le seul élément déterminant. Il faut, bien sûr, en même temps, à la fois, le jour J, continuer à surveiller le vote, même après le dépouillement, c'est très important, mettre tant que possible les scrutateurs dans les bureaux de vote. C'est très important. Et puis, pour terminer, il faut aussi savoir que la réforme du code électoral est une exigence permanente, qu'on soit en période électorale ou en période non électorale. Voilà, mesdames, messieurs, le programme, bien évidemment, c'est entretien sur CAM News 24 et ITFM Radio, 103 émettant depuis Garoua. Notre invité, Célestin Djamène, président de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, est bien évidemment avec nous. Nous allons parler du parti en lui-même, de l'Alliance patriotique républicaine, avec justement le président Célestin Djamène. Vous avez créé votre formation politique tout récemment. Quel est le diagnostic que vous avez posé et au terme duquel vous avez été inspiré ou soutenu, motivé à créer une autre formation politique ou alors à rajouter sur ce qu'on a dans l'environnement camerounais? D'abord, il faut rappeler à ceux qui nous regardent que le mouvement à part que j'ai l'honneur de présider a été légalisé le 6 avril 2021. Donc, APA est entré officiellement comme parti politique en vigueur. Et je dois dire que ce qui m'a motivé, c'est effectivement que je sentais que la vieille opposition commençait déjà à battre de l'aile, à s'essouffler de manière lamentable. Je pense que les recettes qui étaient, proposées par cette vieille opposition n'avaient plus de prise sur la société camerounaise actuelle. En tant qu'acteur public, en tant qu'homme de conviction, j'ai pensé qu'il était de mon devoir d'apporter une réponse adaptée à cette situation de crise que je vivais personnellement. J'ai passé quand même, je vous le rappelle, près de 22 ans au SDF. J'ai été pendant 11 ans membre du NEC, qui est le NEC le plus ultra de cette formation politique. Et puis j'ai fait un constat par rapport aux élus du SDF à l'époque, aux sénateurs et aux députés, qui se comportaient déjà à l'époque comme des petits bourgeois.
Or, c'est un parti d'inspiration, on va dire socialiste, tout au moins social-démocrate. Donc, quand on parle de parti socialiste ou social-démocrate, on penserait qu'il lance ses racines, qu'il plonge ses racines dans les masses populaires, c'est-à-dire que Bayam Selam, les pousseurs, les syndicats d'ouvriers, les enseignants, tout ce qui constitue la trame sociale de la nation camerounaise. Or, à un moment donné, je me suis bien rendu compte, et peut-être vous aussi, que ce cordon a été tranché. Il y a eu une déconnexion très nette entre les demandes de ce peuple d'en bas et la manière de faire du SIE. Donc, je voulais pas être complice de ce déclin. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le SIE pour embrasser les idéaux d'un parti qui me semblait tout à fait légitime, vu la situation chaotique du pays, qui s'appelle le MRC. Malheureusement, là aussi, on a eu un dirigeant assez clivant, assez ambivalent, et pour tout dire, assez roublard. Donc, finalement, cette roublardise a conduit le pays dans une situation de crise que nous avons conduit de manière douloureuse en 2020, puisque le parti, malgré qu'on n'avait pas investi, fait des listes d'investiture dans toutes les régions du pays, avec le peu qu'on avait fait, on était en droit de penser que tout au moins dans les régions importantes de l'ouest, du centre, du littoral et de l'extrême nord, on avait fait des listes d'investiture, des candidats, pardon, on pouvait glaner des sièges considérables, si bien au niveau du Parlement qu'au niveau des communes, des municipalités. Or, cette personne a décidé, dans toute l'irrationalité et dans une façon unilatérale, je veux dire, de boycotter les élections. Alors, en coupant ainsi l'avantage au peuple camerounais de vivre l'expérience d'une majorité dans des communes importantes du Cameroun. Ça aurait été très intéressant pour nous. Le SIE en 96 a été victime, n'est-ce pas, d'une injustice quand il a gagné pas mal de mairies aussi en 96. Mais le MRC en 2020 avait tous les éléments, n'est-ce pas, tout au moins dans le littoral et même à l'ouest et au centre, de défendre ses votes concernant ces élections locales, et puis d'offrir aux Camerounais le plaisir quand même de montrer comment on gouverne une commune. Mais le président avait à l'époque estimé que c'était pas utile. Ok. Alors, vous quittez donc d'abord le SDF, vous essayez à vous le MRC, ça ne marche pas. Vous ne pensez pas prendre des partis politiques, vous décidez de créer APA en 2021. En quoi est-ce que APA se distingue de toutes ces formations politiques de l'opposition que vous qualifiez de vieilles? Mais d'abord, je crois que quand vous regardez bien, très peu de partis politiques au Cameroun proposent un horizon panafricaniste. APA est un parti certes patriote et républicain, mais aussi un parti qui a une vision panafricaniste. Je pense que nos États africains, tels qu'ils existent aujourd'hui, sont, comment dirais-je, dans une brume, dans une faiblesse qui les empêche de défendre les intérêts de l'Afrique sur le plan mondial. Or, cette faiblesse étatique qui arrange les Occidentaux nous empêche effectivement de faire de l'Afrique un continent attractif. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun est mon pays, ma patrie, mais notre avenir, c'est l'Afrique. Et je pense que vous allez fouiller dans les statuts de plusieurs partis politiques, vous trouverez rarement, ou en tout cas pas du tout, les propositions concernant le panafricanisme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique, c'est vraiment l'union des États-Unis d'Afrique. C'est la pratique, la réalisation des États-Unis d'Afrique. Mais c'est Benjamin, est-ce que vous n'êtes pas un peu rêveur? Vous créez un parti politique tôt le matin, vous pensez déjà sur le plan africain, alors que sur le plan national, quasiment rien n'est fait, et le constat, vous le dressez vous-même à travers une opposition qui manque de repères. D'abord, je pense que qui ne rêve rien n'a rien. La vie commence par un rêve, comme disait Martin Luther King. On va les moyens de rêver. Oui, il faut d'abord rêver, même si on n'a pas de moyens. Si vous ne rêvez rien, votre vie ne sera rien du tout. Vous n'allez pas vous lever un matin penser que vous allez devenir multimillionnaire, milliardaire, promoteur d'une grande chaîne de télévision. Il faut rêver d'abord cela. Le rêve est aussi devenu si vous êtes pessimiste, non, quand vous rêvez, je parle de rêver
des bonnes choses, des choses positives. Ça va finalement forcément se réaliser. En restant le plus sur terre. Non, ça dit qu'on commence d'abord dans son aspect à croire en soi, la foi de réaliser de grandes choses. Des hommes de passion. C'est des hommes qui ont rêvé tous. Il n'y a pas d'exception là-dessus. Il n'existe pas de grandes nations, de grandes œuvres sans rêve. Première chose. Deuxième chose, j'ai dit que dans APA, il y a Alliance patriotique. Nous sommes dans la patrie camerounaise, avec que nous défendons les intérêts, bien sûr, du Cameroun. Nous participons aux élections quand le besoin se présente. Mais en même temps, notre idéal, c'est que les États-Unis d'Afrique se réalisent. Ce n'est pas antinomique, ce n'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain, le terrain s'appelle le Cameroun, on se bat pour fixer ou pour déployer notre parti politique, mais notre idéal reste l'Afrique unie, comme le disait d'ailleurs Kwame Nkrumah. J'invite vos téléspectateurs à lire son merveilleux bouquin, son merveilleux livre qui est intitulé « L'Afrique doit s'unir ». Il ne faut pas sous-estimer cet idéal-là. Vous voyez, si on n'a pas d'idéal, si on n'a pas de vision de ce qu'on a envie de faire, ce qui est notre problème ici en Afrique, au Cameroun en particulier, c'est qu'on a oublié la grandeur de la vision d'une nation. Quand on fait de la politique sans une vision, sans la grandeur, la vision d'une nation, on devient un petit épicier. On ne parle pas. On va défendre ses intérêts personnels au quotidien, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être imprégné, il faut être habité par une grande idée, une grande nation camerounaise, et à partir de cette nation forte, on pourra bâtir les États-Unis d'Afrique aussi fortes, puisqu'elle sera constituée de nations fortes. Alors, cela fait également référence aux alliances, et vous êtes l'Alliance patriotique républicaine du Cameroun. Alors, vous croyez bien évidemment aux alliances, c'est la raison pour laquelle vous avez certainement répondu favorablement à l'alliance tendue créée par Olivier Binet, l'Alliance pour la transition politique du Cameroun. Qu'est-ce qui vous a séduit? Nous avons cru, effectivement, à la mise en place d'un document qui nous semblait essentiel, dans lequel tout a été consigné, les chantiers que nous rêvons pour le Cameroun. Et ce document s'appelle bien évidemment l'Alliance, le manifesto pour la rupture et la refondation du Cameroun. Dans ce petit livret, vous avez à la fois les 12 grands chantiers qui nous animent en tant qu'alliance et qui nous permettront de mettre en pratique les idéaux qui nous animent sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan social, sur le plan même de la diplomatie et même de la diaspora, parce qu'il faut aussi donner de la valeur à notre diaspora, qui est certes plurielle, diversifiée, mais il faut un statut de la diaspora. Je pense notamment, moi qui ai été président du Conseil des Camerounais de la diaspora pendant 5 ans, mais qui a aussi milité dans d'autres associations en France et en Belgique, je suis cofondateur du Code, qui portait des revendications essentielles, notamment le droit de vote, que nous avons obtenu des ressortissants de la diaspora, Camerounais de la diaspora, et nous avions également demandé de manière insistante à l'époque la reconnaissance de la double nationalité. Donc, je crois que tout ceci est contenu dans ce document de l'ATP, qu'on appelle, le manifeste, qui ratisse dans tous les secteurs, de manière large, bien entendu, dans tous les secteurs sociaux du Cameroun. Donc, on a mis l'accent sur la rupture avec le système actuel et la refondation. Parce que s'il y a la continuité, on ne va rien apporter de spécial au Camerounais. Il faut vraiment comprendre que la rupture est l'élément essentiel pour changer radicalement la face du Cameroun. Et bien sûr, après rupture, il faut refonder la nation dans ses principaux secteurs, qu'il s'agisse de la réforme de l'État, qu'il s'agisse des rapports avec les pays étrangers, qu'il s'agisse même de la monnaie. Pourquoi pas? Nous sommes partisans de l'abolition du franc CFA, qui est une monnaie coloniale qui persiste dans quelques pays d'Afrique francophone, qu'il faut absolument abolir. Et bien sûr, le retour aux valeurs africaines. Donc, c'est ce que nous appelons la refondation. Il faut partir... C'est ce qui nous a séduit, en fait. Oui, bien entendu, parce que, d'autant plus que dans cette refondation, dans ce document essentiel, qui a d'ailleurs été plagié par M. Karvalibi,
il ne me démentira pas, je le dis devant lui, s'il m'écoute en ce moment, ce document a été plagié par M. Cabral-Libi. Mais il faut le dire au Camerounais. Il était membre de l'ATP. Signataire de l'ATP. L'ATP n'est pas morte, hein. Il est signataire de l'ATP, je peux vous le démontrer, parce que au dos de ce document, vous avez bien comme signateur ici, il y a M. Koumwando d'Univers, M. Soleil Saint-Germain de APA, M. Olivier Billet de Libérateur, M. Florian Diana de A18 à 25, vous avez M. Cabral-Libi du PCRN, vous avez M. Balaguel de l'UPC, vous avez d'autres acteurs connus de la scène politique nationale camerounaise qui ont paraphé et qui ont participé à la confection de ce document. Donc ils ne peuvent pas se désavouer comme ça. Et j'aurais pu continuer dans cette rubrique, mais je préfère en rester là pour dire que nous avons donc, en matière d'alliance, comme vous le disiez tout à l'heure, cru, et nous y croyons toujours, que avec la grâce de Dieu, nous pourrons finalement réaliser pour cette élection 2025 ce rêve, parce qu'en vérité, les Camerounais ont besoin de rupture et de refondation. Mais avons-nous les moyens logistiques et financiers? Seul Dieu le sait. En tout cas, on se bat pour que 2025 soit vraiment une année marquante, n'est-ce pas, pour l'ATP, que je continue de défendre, parce que même si je suis pragmatique en termes de la réalité sur le terrain, des difficultés que nous traversons, il n'en demeure pas moins vrai que c'est une belle idée, c'est une belle aventure, et c'est un beau projet pour la nation camerounaise, dont chacun, je l'espère, d'entre nous a besoin. Alors, Stéphane Diamant, vous continuez à défendre un avis alors que les passagers à bord sont totalement partis pour la plupart. Cabral-Libi n'y est plus, professeur Koumwando n'y est plus. Vous allez nous préciser votre position tout à l'heure, mais quand on vous écoute, il y a des réalités financières auxquelles le parti, la plateforme doit faire face. Qu'est-ce qui a donc créé la rupture? Alors, ce document date de avril-mai 2024, si j'ai bonne mémoire. Et donc, beaucoup sont partis, mais beaucoup sont entrés aussi dans l'ATP. Peut-être que vous, quel journaliste, vous devriez mener quelques investigations là-dessus, mais beaucoup sont entrés. Donc, ça veut dire qu'en termes de chiffres, on n'a pas perdu. Peut-être en termes de notoriété de ces individualités, on ne peut pas se lancer. Oui, on peut peut-être pas se lancer dans une comparaison, on va dire, naturelle. Et surtout, Président, si vous permettez, c'est la sortie de l'un des cofondateurs de l'ATP qui interpelle, le professeur Olivier Billet, une sortie au vitriol dans les réseaux sociaux, décriant, qualifiant l'opposition camerounaise, certains membres de l'opposition de Fingon et certains partis politiques de Taxi Yango. Donc, vous comprenez bien qu'on puisse prendre cette préoccupation à bras le corps, parce que si un professeur de la trame d'Olivier Billet est vraiment fâché et qualifie Cabral-Libi, professeur Koumwando, d'être animé par l'esprit de Fingon, ça veut dire qu'il y a quelque chose de profond à comprendre. Aidez-nous à comprendre cela. C'est moi qui ai lancé pour la première fois cette formule Taxi Yango parlant du parti de M. Koumwando, parce que je pense qu'effectivement, et tous les Camerounais qui sont tout à fait lucides et qui gardent en mémoire un certain parcours politique savent très bien que M. Koumwando du parti Univers se comporte comme un véritable mercenaire de la politique. Attendez, parce qu'il a claqué la porte, il devient mercenaire. Mais il travaillait avec vous avant. Non, ça dépend. Là, vous ne voyez pas de mercenariat. Non, pas du tout. Bon, je vous dis, parce que là, c'est encore qu'il n'a pas claqué la porte, en soi, n'est pas quelque chose de très mauvais. À partir du moment où vous avez lancé la couleur, c'est-à-dire que s'il y a des griefs ou des divergences, ces divergences, en mon sens, se manifestent d'abord dans l'Alliance, dans la plateforme, parce que nous avons des réunions tous les vendredis. En public, vous voulez dire? Non, on a des réunions stratégiques entre nous, quoi, ce qui est tout à fait normal, tous les vendredis. Et je pense que non seulement il brillait pas son absentéisme, mais il aurait pu, pour une fois, quand il a choisi de faire vivre son parti Yango, à travers d'autres personnages, il aurait pu, effectivement, annoncer la couleur au sein de la plateforme, ce qu'il n'a pas fait. C'est ce que j'appelle en public, entre vous, les membres du... Oui, voilà, disons qu'en public-privé, si vous voulez. Oui. Donc, il l'a pas fait. Alors, de quoi se reprochait-il? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que s'il l'a fait de cette manière-là, il ne s'agit pas d'avoir claqué la porte, c'est pas ce qu'on lui reproche. C'est d'avoir claqué la porte de cette manière-là. Ça ne se fait pas dans un milieu où les gens sont censés se préparer ensemble,
préparer un projet ensemble pour le proposer ensemble aux Camerounais. Alors, et c'est d'autant plus curieux qu'il l'a fait après un retour de voyage de Pretoria, d'Afrique du Sud, où il était justement avec le professeur, le bâtonnier à Kérémouna. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais on peut soupçonner très facilement, effectivement, que ça aboutit, n'est-ce pas, à l'investiture du bâtonnier par le parti Yango Univers. Alors, il raconte ça dit, c'est l'ineptie, en disant que oui, M. N'Djamène et M. Olivier Billet sont allés voir le ministre Moumou pour leur entrisme, pour leur participation au gouvernement, en tout cas pour la période électorale. Mais vous pensez très sérieusement que si nous devrions aller négocier notre entrée au gouvernement, on irait voir un ministre, comme il se qualifie lui-même d'ailleurs, avec fierté. Je reprends ce terme. On n'irait pas voir un ministre délégué. On irait voir les personnages clés, n'est-ce pas, qui nous permettront, le cas échéant, d'entrer au gouvernement. Comme ça n'est pas dans notre esprit d'entrer au gouvernement. Par exemple, vous irez voir quel... Mais vous le savez, il y a les hautes autorités de l'État qui sont incontournables. Les ministres Dominici, comme vous le savez, il y a le DCC, il y a le SGPA, il y a les ministres d'État, il y a tout un tas de cabinets qui s'occupent justement de ça. Mais pas un ministre délégué, un ministre, pour prendre l'expression de Vous avez été approché par quelqu'un? Pas du tout, pas du tout. Non. Monsieur Koumbondo, il se perd d'irrationalité en irrationalité. Parce que ce qu'il dit n'a aucun début de fondement. Bon, j'ai eu l'occasion de l'avoir sur le plateau aussi, à l'entame de ce programme, dans une série. Que pensez-vous de son idée de mettre l'accent sur un candidat anglophone? Il estimait est-ce qu'il n'a pas partagé cela avec vous au sein de l'ATP? Il estimait qu'il était loisible aujourd'hui de porter, de militer pour un candidat anglophone, ce qui permettrait de trouver une solution, une issue rapide à la crise qui sévit dans les régions anglophones. Oui, vous l'avez... Il a souligné au sein de vos différentes réunions? Vous l'avez eu en entretien. Je tiens quand même à rappeler que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce monsieur est signataire, monsieur Koumbondo. Prosper Koumbondo, le voici. Voilà sa signature, lui a approuvé. Il est signataire du manifeste de l'ATP. Il n'a jamais mis l'accent sur le fait qu'il voudrait qu'on valorise, je sais pas le terme qu'il faut utiliser, qu'on mette en relief un candidat anglophone. Jamais. S'il avait des recommandations à faire, c'est effectivement en réunion qu'il aurait pu le faire. Non seulement il a brillé par son absentéisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps il aurait pu revenir spécialement pour montrer peut-être sa divergence ou bien un grief important ou une question préalable. Il l'a pas fait. Plutôt, il est venu, on l'a vu, même pas qu'il est venu nous dire, il est apparu à la télévision pour annoncer qu'il investissait, alors qu'il était encore signataire de l'ATP, un membre, un co-concepteur de l'ATP, parce qu'en réalité, le bâtonnier à Kérémouna a participé aux premières réunions, même s'il n'en est pas devenu signataire par la suite. Néanmoins, il a participé aux premières réunions de l'ATP. Donc, il aurait pu quand même nous le faire savoir. Monsieur Koumbondo l'a pas fait. Alors maintenant, sur le principe, nous ne sommes pas dans une logique, on va dire, clanique ou identitaire, anglophone, francophone. Non. Nous pensons que... La République, en fait. La République. Alors, c'est N'Djamène, le temps nous... Pour terminer sur cette question précise, si nous avons un signataire de l'ATP qui remplit, je veux dire, les critères, qui participe aux primaires, qui est adoubé par les votants, aux primaires digitales ouvertes, il n'y a aucune raison qu'on fasse valoir aux gens qu'il n'est pas anglophone. Donc, on ne met pas l'accent sur l'identité de quelqu'un. Il est camerounais, il est patriote, il répond de la demande de rupture et de la refondation. On le vote, on le choisit comme représentant de l'ATP. Donc les arguments que font valoir M. Koumbondo ne tiennent pas la route, 2 secondes. Ça ne tient pas. Donc il essaie un petit peu d'épater la galerie pour servir ses amis habituels. Voilà. On revient à votre parti politique APA qui se déploie sur le terrain. Vous avez énuméré un ensemble de piliers. J'en ai retenu 5 qui me semblent fondamentaux. La lutte contre le chomage, vous comptez réduire le chomage de 70% à 10%.
si vous êtes aux affaires. L'énergie électrique, c'est devenu monnaie courante. La santé, vous estimez que chaque citoyen camerounais doit contribuer à 20% et choisir un médecin. L'État devrait prendre sur lui 80%. Vous parlez des réformes des institutions avec le vote obligatoire, pour les Camerounais en âge de voter, et que la carte électeur doit être présentée à la place de la carte d'identité nationale, la CNI, et aussi vous introduisez évidemment, vous élargissez l'horizon politique au clergé, à la religion, si les hommes religieux sont partie prenante. Ce n'est pas un peu rêveur tout ça? Oui, bon, on va revenir sur... C'est vrai que le rêve, mais je veux dire, mais c'est trop réalisable, très facilement. Ben oui, c'est pas un rêve, c'est pas une rêverie. Je comprends bien ce que vous voulez exprimer comme opinion, comme propos. Ce n'est pas une rêverie. C'est des choses qui se pratiquent dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Je prends l'exemple de l'assurance maladie universelle. Vous avez vu, les Camerounais n'ont pas assez de pouvoir d'achat. En tout cas, les Camerounais ont un pouvoir d'achat assez limité. C'est faible. 90% de la société est dans l'informel. Donc, ça veut dire que même le circuit fiscal n'est pas tout à fait équitable ni contrôlé, puisqu'en vérité, tous ces bayam selam ou tous ces gens qui se fixent un peu partout ne sont pas suivis fiscalement. Il n'y a pas ou très peu de déclarations fiscales. Or, on sait bien que les revenus issus de la fiscalité peuvent permettre à un État sérieux de réinvestir, même si ça n'est pas tellement le cas chez nous. Donc, par rapport à ça, à cette absence de pouvoir d'achat, on ne peut pas dire que les Camerounais soient en mesure ou à la hauteur de se soigner convenablement. Dans les hôpitaux, même publics, ils coûtent cher. C'est-à-dire que l'État doit instaurer une assurance maladie universelle, c'est ce que fera à part si nous sommes aux affaires, de manière à prendre sur soi, une grande partie, n'est-ce pas, des soins médicaux, des ordonnances médicales, et de laisser, n'est-ce pas, aux patients le tiers modérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, j'ai une facture ou une ordonnance, pour parler de manière pratique, d'environ 200 francs, eh bien, l'État prend celui de 80 francs. Donc, il y aura des conventions avec des médecins ou des pharmaciens. Ils vont nous renvoyer la fiche ou le duplicata de l'argent des produits qu'ils ont vendus aux patients. Pareil pour les médecins qui vont envoyer, n'est-ce pas, les prescriptions. 80 francs de 200 francs. L'État prend celui de 80 francs. Sur 100 francs? Ah, sur 200? Non, sur 100 francs, par exemple. Donc 80% si vous préférez. Ouais. On laissera 20%, n'est-ce pas, aux patients. Ce qui permettra à cette société qui a besoin des hommes et des femmes en santé. Comment voulez-vous que les gens participent à l'émergence si les gens sont malades et qu'ils sont concentrés sur leur santé physique? Ce qu'on peut comprendre. Donc, il faut, dans ce cas précis, que l'État puisse prendre en charge 80% des soins médicaux et qu'il puisse lancer des contrats, des conventions avec les médecins et avec les pharmaciens. Comme ça, avec des preuves factuelles, l'État pourrait donc rémunérer ou payer les médecins et les pharmaciens. Donc c'est important. Et sur le chômage, justement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que nous sommes dans une société où la tranche des 15-40 ans sont à plus de 75%. Ils sont très très jeunes. Ouais. On ne peut pas comprendre que les enfants qui vont à l'école, qui parfois pour certains vont jusqu'au master 1 et 2, puissent se trouver 5, 6, 10 ans au chômage. Alors que ce pays a besoin de tout refaire. C'est un pays à refaire, si j'ose dire. Eh bien, on voit plutôt les enfants qui se démènent pour acheter des visas à 4 000 euros ou à 5 000 euros pour aller au Canada ou aux États-Unis ou encore en Europe. Et ce n'est pas normal. Nous avons des enfants extrêmement talentueux, extrêmement ingénieux. Vous leur proposez quoi? On leur propose que l'État puisse permettre la création d'entreprises à 1 franc symbolique, permettre aux jeunes entrepreneurs qui puissent avoir, pour constituer un matelas financier, leur donner 4-5 ans d'exemption d'impôts. L'État fait déjà beaucoup dans ce... Non, l'État ne fait rien du tout, justement, c'est le contraire. L'État ne fait rien du tout. Vous avez eu le FNE avec monsieur Moutet, n'est-ce pas? Oui, qui depuis, je sais pas, 30-40 ans est dans cette institution, qui ne fout rien du tout, faut bien le dire. Et ça, c'est le fond de l'État qui est englouti dans cette sauge, dans cet éléphant blanc qui a été construit. Je dis ça pour le FNE, je pourrais le dire pour les barrages, vous avez de Mendeleu, Natchigal, etc.,
Et tout ça. Senegal est arrivé à terme avec 420 mégawatts disponibles déjà dans les mois qui viendront. Le gouvernement vous le dira. On ne vit pas de promesses. Je suis désolé. On avait parlé de Manvele. On avait prévu 411 mégawatts de production de l'énergie électrique. On n'en a même pas 60. C'est Nashiga Hydro Power qui nous fait comprendre que... non, ils n'ont rien à faire comprendre. Ça fait autant d'années, depuis 2011 qu'on a lancé tout ça. On devait déjà être en mesure aujourd'hui d'avoir au moins 120 mégawatts. Non. Et puis, vous avez le sortant qui veut encore empiler pour 7 ans. 7 ans, oui, mais pourquoi faire? Alors, Président Sendiamen, on va poursuivre. Vous parliez parmi vos 5 piliers, il y a la réforme des institutions. Alors, le président Paul Biya récemment a pris une décision nommant Madame Ouli au Conseil constitutionnel en remplacement d'Emmanuel Bondé qui est décédé. Et puis, vous comprenez le tapage qui se fait par rapport à cette nomination. On estime que nommer un membre du RDPC, membre, je pense, du comité central du RDPC, à ce poste-là, c'est un peu montrer que le parti RDPC verrouille finalement le... Voilà. Oui, sur le verrouillage, c'est pas d'aujourd'hui, c'est vrai. On peut pas dire le contraire, parce qu'en vérité... Bon, le fait de le faire en cette période difficile où on critique, où on fait tout, c'est quand même... Que ce soit en période électorale ou non, est-ce que les principes établis par la loi est respecté? Le principe, c'est que les membres nommés au Conseil constitutionnel doivent être des personnes incarnant une grande dignité, une grande intégrité morale, et surtout impartiales. Il y avait quoi? Est-ce qu'on évalue tout ça? Mais l'impartialité, par exemple, quand vous êtes membre d'un parti politique non démissionnaire, vous ne pouvez pas être nommé. C'est la violation de la loi, dont on peut évaluer très facilement. Or, vous prenez la première liste à l'époque, vous avez les Joseph Ououna, membre du comité central, non démissionnaire, vous avez les Kene Donfak, ministre d'État, ancien ministre d'État et membre du bureau politique, vous avez les Bitoumou, membres du comité central, vous avez les Baskouda Jean-Baptiste, vous avez les Amadou Tijani, vous aviez les Émile Sombet, vous avez comment dirais-je, les Emmanuel Bondé, perd son âme. Oui. Tout ça, ils sont tous presque, il y a 4 personnes décédées. Alors, je vais renchérir pour qu'on aille un peu vite. Et ils n'ont pas de missionnaires de leur parti. On parle également de certains membres du gouvernement qui sont nommés au comité central du RDPC. On parle du ministre de la Défense, on parle du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. On parle également, je pense, du ministre des Postes et Télécommunications qui sont nommés au comité central du RDPC. Est-ce que ça rentre dans le même sillage, d'après vous? De manière lointaine, parce qu'en vérité, il y a eu quelques... Ils ont le droit d'appartenir aussi à un parti politique. Mais ils le sont depuis. Là, la question n'est pas là, non. C'est qu'il y a dans l'opposition quelques pseudo-opposants qui jouent aux vierges effarouchés, qui font croire que c'est maintenant qu'il y a les membres du RDPC au Conseil constitutionnel. C'est depuis longtemps. Et pendant que nous nous battions contre ça, ces personnes-là qui crient aujourd'hui comme des vierges effarouchées, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est normal de... Non, mais il faut aussi dire la réalité. Il y a l'hypocrisie là-dedans. Parce que je suis pas sûr que ce soit un vrai cri de colère de la part de ces personnes qui disent ça. Parce qu'en vérité, il y a des personnes qui ont participé à ce régime et qui s'autoproclament opposants aujourd'hui. Bon, maintenant, par rapport à la nomination des membres du comité central par le président de la République, je rappelle que normalement, un ministre a le droit, vous l'avez dit, de militer dans un parti. C'est même pour ça qu'ils sont devenus ministres, parce que c'est aussi la récompense par le militantisme, si j'ose dire. Mais néanmoins, je pense que c'était davantage une réponse à ceux qui voulaient en interne un congrès, ou en externe d'ailleurs, un congrès pour choisir le candidat. Mais je rappelle à ceux-là qui sont un peu amnésiques, parce qu'en vérité, le président Paul Biya a été candidat en 2018 sans congrès. Alors, d'où vient-il que subitement, il réclame un congrès pour 2025? Alors, quand même assez bizarre. Alors, on va sortir de ce programme, Sendiamen, un mot à l'endroit de vos militants, de vos sympathisants, de ceux qui sont un peu perdus, parce que l'opposition au Cameroun est un peu dispersée, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là qui sont désorientés? Parce que, en regardant comment se comporte, par exemple, l'ATP avec ce Rififi qui anime la plateforme, qu'est-ce que vous leur dites en tant que président de l'Alliance patriotique républicaine du Cameroun? Oui, d'abord, je tiens à rappeler que l'ATP est toujours debout, même si il a reçu des coups.
mais je pense que l'ATP n'est pas tombée, et l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Et donc, pour ce qui concerne les militants, je leur demande de croire dans leur parti, parce que APA a des propositions efficientes, efficaces et pertinentes pour la nation. J'ai parlé tout à l'heure de l'assurance maladie universelle, j'ai parlé du chômage, qui est une grande préoccupation pour les Camerounais, qui pour certains vivent encore jusqu'à 40 ans chez leurs parents, ce qui n'est pas normal. Pour d'autres, ils sont diplômés, et leur diplôme n'aura servi à rien. Or, il n'y a pas une asymétrie entre la production des diplômes, la délivrance, et l'aspiration économique et industrielle du pays. L'APA devrait réformer tout ça. Donc, orienter, par exemple, l'éducation en fonction des exigences et des besoins économiques et industriels de la nation. Si nous voulons plus de ponts, plus de routes, plus d'aéroports, il faudra introduire plus de matières techniques dans les filières universitaires et même au lycée. Il faut qu'il y ait cette asymétrie entre l'école et l'aspiration, les idéaux du pays. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai parlé également, il y en a d'autres encore, il y a 12 chantiers proposés par APA, mais j'ai insisté sur le fait que nous avons besoin aussi, pour le pouvoir d'achat de certaines familles très démunies, qu'on les prenne en charge pour leurs factures de soins médicaux. C'est un devoir régalien de l'État de s'occuper de la santé publique. Je suis estomaqué qu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas 20 000 francs. Je l'ai vu à la cantine pour se payer des médicaments. C'est inacceptable. Pour terminer, je dirais que il va y avoir un problème crucial au pays. 10 problèmes anglophones, en vérité, c'est un problème camerounais. Parce que les gens s'identifient encore maintenant comme anglophones ou francophones. Je vais interdire l'expression de la formule anglophone et francophone au Cameroun. Nous allons bannir le français et l'anglais, qui sont pour moi des vestiges coloniaux. Or, le Cameroun est un pays d'Afrique qui doit revenir aux sources africaines. On ne peut pas s'identifier comme anglophone, comme francophone, et même il y a encore pire en dessous, il y a des gens qui écrivent des livres sur le fédéralisme communautaire, qui est une agression contre la République. Nous sommes déjà loin dans la construction d'une République de la nation. Les Oumniobé sont morts parce qu'ils voulaient un Cameroun uni, rassemblé et réellement indépendant. Il est mort pour ça. Il n'est pas mort pour l'Union Ekele. Je peux le dire pareil pour Ernest Ouandié, même s'il y a quelques Tintins qui disent le contraire. Je peux dire pareil pour Félix Roland-Moumier. Je peux dire pareil pour Wongli Massaga, pour Oumniobé, etc. Donc, nous sommes déjà avancés dans la construction d'une nation qui n'est pas encore parfaite. On ne peut pas accepter qu'il y ait des troubleurs qui viennent aujourd'hui nous inciter au tribalisme qui va faire éclater le pays. Donc, APA met un accent particulier à l'unité des Camerounais, et même au-delà des Africains. Parce que pour être fort, il faut être uni, forcément. On est riche de nos diversités, de notre diversité, de nos cultures. On est riche d'avoir le Ndolé, le Ngondo, le Menzumba, le Fefe, le Bamoun, la culture, le Ngwon, etc. Le Ngondo. Donc, ça, c'est une richesse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on nous appelle continent. Le continent. On rassemble en un seul pays toute l'Afrique. Donc, ça devrait être une fierté. Mais les gens en profitent plutôt pour instaurer un tribalisme d'État. Donc, parce qu'ils veulent leur petit pouvoir contre le Cameroun, pour lesquels les gens sont morts. Donc, APA se promet, de réaliser ce rêve. Un rêve qui est réalisable. Donc, vous me demandez ce que j'adresse aux militants, je leur dis d'y croire. De croire en la puissance des idées défendues par APA. Nous allons y arriver. Il suffit simplement d'avoir un brin d'amour pour son pays. Beaucoup de pays sont partis de très bas. La Corée du Sud qui venait faire le pied de grue à Yaoundé pour demander quelques miettes au Cameroun, les voilà aujourd'hui au-dessus de nous. La Chine, c'est la même chose. Le président Mao, en 1974, a invité le président Ahidjo pour venir leur livrer les secrets du plan quinquennal. Alors que la Chine était, en termes au moins de démographie et de superficie, incomparable au Cameroun. Donc le Cameroun peut, si les Camerounais eux-mêmes croient. Et 2025, ce n'est même pas l'affaire du pouvoir, c'est l'affaire des Camerounais. Si on est un peuple uni, le changement sera là. Si on est désunis, il n'y aura aucun changement. Merci Célestin Diamanou, ce fut un plaisir. C'est réciproque. Merci à vous, Tam News 24, et merci pour avoir fait le déplacement et venir prêter attention de ce que pense APA et son président. Merci infiniment.
Le Cameroun peut, si les Camerounais veulent. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme Entretien sur CAM News 24 et ITFM Radio 103, émettant depuis Garoua. C'était avec le président de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, Célestin Ndiamène. Programme réalisé par Yves Vincent Tadiofo. Au revoir.